Tous les historiens, tous les auteurs de grandes compétences qui ont eu à analyser ou à décrire un fait historique ont interrogé la politique, la stratégie, la diplomatie, sondé l'économie, parfois même les inclinaisons du cœur, mais toujours, et c'est regrettable, la médecine a été négligée. Elle aussi pourtant témoigne de faits qui contribuent à forger l'histoire. En tout lieu, une chimie singulière glace l'image des princes qui gouvernent. Ils ne sont pourtant pas d'une espèce privilégiée que ni l'âge, ni les défaillances du corps n'atteignent jamais. On explique au bon peuple que la course à la puissance mobilise des êtres d'exception, dotés de qualités peu communes. Et c'est probablement vrai. Rarement, on suggère que ceux qui osent la conquête du pouvoir restent vulnérables. Ce bon peuple ne monterait pas dans un avion dont il serait le commandant de bord à la merci d'un accident cardiaque. Il n'ignore pas que le pilote, responsable de plusieurs centaines de vies, est soumis à des contrôles médicaux sévères, à des examens dont le résultat, s'il n'est pas satisfaisant, le clouera définitivement au sol. Ce peuple, en revanche, manifeste une curieuse ignorance, peut-être une tragique insouciance, quant aux répercussions possibles des troubles qui amoindrissent ses chefs, responsables, eux, de plusieurs millions de vies humaines. Comment nier que la santé des grands de ce monde, tôt ou tard, pèsera sur leur conduite, risquera d'influencer certaines décisions essentielles qu'ils sont amenés à prendre? Comment ne pas reconnaître qu'à un moment précis de son existence, il y a, en certains princes du pouvoir, un malade qui gouverne? Hitler, who has joined his train overnight, in the words of a German general, to grease the Rome-Berlin axis. Almost a year ago to the day, the two dictators met here in this same city, chosen no doubt as the center and origin of the whole Nazi movement. Now they meet again to finish the most sensational chapter of history since 1918, and the transformed Munich gives them an appropriate ovation. Next is Monsieur Daladier. He is met by Herr von Ribbentrop and Monsieur François Poncet, the French ambassador in Berlin. The German band plays the Marseillaise. Finally, the most popular arrival of all. To a world balancing on the brink of chaos, Mr. Chamberlain stands as the savior of peace, and in this character he is hailed even in German hearts. The British Premier goes straight to the Führer House where the fateful conference is to take place. He walks up the steps with von Ribbentrop deep in thought. Quand Sir Arthur Neville Chamberlain arrive à Munich ce 29 septembre 1939, il est âgé de 70 ans et Premier ministre depuis 16 mois. C'est sa troisième rencontre avec le chancelier Hitler. Mais un cancer intestinal le ronge, probablement depuis 2 ou 3 ans. Question. Est-il en état d'affronter le Führer et le Duce dans ce qu'il faut bien appeler un combat de la dernière chance? Il a été l'un des meilleurs ministres de la Santé que nous avons eus. Il a été l'un des meilleurs ministres des Finances que nous avons eus. Très sévère, intransigeant. Mais quand il est arrivé aux affaires étrangères, il semblait ne rien connaître. Et il ne réussit pas aux affaires étrangères. The historic meeting with Hitler. The Führer shakes him by the hand, and they mount the steps in silence. What transpired at this meeting is not recorded by the camera. Il n'était jamais monté en avion avant d'avoir 70 ans. Et c'était très courageux d'aller à Berchtesgaden en avion. Yesterday afternoon, I had a long talk with Herr Hitler.
It was a frank talk, but it was a friendly one. And I feel satisfied now that each of us fully understands what is in the mind of the other. And later on, perhaps in a few days, I'm going to have another talk with Herr Hitler. Only this time, he has told me that it is his intention to come halfway to meet me. He wishes to spare an old man another such a long journey. I think he perhaps. Je pense qu'il était peut-être un peu fatigué, un peu épuisé. Il travaillait depuis longtemps, depuis 1931. Il avait été chancelier de l'Échiquier, ce qui est un poste épuisant pendant longtemps. Et ensuite, il y eut Munich. I was a little boy. I used to repeat, if at first you don't succeed, try, try, try again. That's what I'm doing. When I come back, I hope I may be able to say, as Hotspur says in Henry IV, out of this nettled danger, we pluck this flower safety. And then he got Hitler to sign this bit of paper. Et puis, il y eut ce petit bout de papier signé de Hitler qui disait qu'il n'y aurait plus de guerre. Et lui, à mon avis, très stupidement, l'agita devant la foule et dit en citant l'Israélite, « Nous ramenons la paix et l'honneur. » Et personne ne l'oublia parce qu'en fait, ce qui arriva, c'est qu'Hitler, bien entendu, au mois de mars de l'année suivante, envahit la Tchécoslovaquie. C'est pourquoi je pense que dans le mois qui suivit Munich, Chamberlain fut un homme très exalté et très content. All the nation wants to tell him, but when he comes back, his first thought is to thank others. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. And then, of course, when Hitler marched into Prague, the following Et bien sûr, quelques mois après Munich, au mois de mars suivant, le 15 mars 1939, c'était presque l'effondrement de tout ce qu'il avait cru. Almost the collapse of everything that he had believed. And from that moment onwards, À partir de cet instant, il devint l'un des plus grands ennemis d'Hitler, si ce n'est le plus grand. perhaps a greater enemy of Hitler than anybody. The members of that government do not hesitate to say that they desire to achieve the ruin of the British Empire. And no doubt, they would rejoice if they could treat us as they're treating the victims who are already within their grip. He became ill. Quand il tomba malade pour la première fois en janvier 1940, nous avions cru que c'était une attaque de We goutte. all thought it was an attack of gout. Mais dès le départ, j'ai suspecté que c'était le commencement du cancer qui l'a tué au mois de novembre. Néanmoins, son énergie restait remarquable. Il était toujours en train d'aller et venir à la House of Commons. Il ne semblait pas changer, en tout cas mentalement. Physiquement, je crois qu'il déclinait. C'était la dernière année de sa vie, l'époque où je le connaissais le mieux. Après le cancer du poumon, le cancer du côlon est le plus fréquent des cancers. Souvent, alors qu'il n'y a pas encore de signes digestifs,
on retrouve une altération importante de l'état général, une grande fatigue, une perte d'appétit, un amaigrissement, une diminution des capacités intellectuelles. Et finalement, c'est à un stade très tardif qu'on découvre cette volumineuse image claire, bien différente du côlon adjacent, et qui correspond à une volumineuse tumeur qui, parfois même, est inextirpable lorsqu'on opère le malade, car elle a donné un essaimage cancéreux disséminé. Je ne dirais pas qu'il savait qu'il allait avoir cette maladie fatale, mais il savait qu'il en avait assez et démissionna. Goodbye, Mr. Chamberlain, and thanks for all you've tried to do. We welcome the new Prime Minister, Mr. Churchill. When he resigned, he was very sad. Quand il démissionna, il était très triste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Disillusioned. La guerre avait commencé et il n'avait plus d'illusions sur la fin de sa carrière. Pendant environ 2 mois, en mai et juin, et une grande partie de juillet 1940, il aida beaucoup Churchill, à la fois à l'intérieur du Parti conservateur et à la House of Commons. Mais sa santé commençait à décliner. Il devenait très malade. Le cancer devenait évident et il mourut en novembre. Monsieur Daladier is escorted to the conference by Field Marshal Goering, whose uniform is worthy of remark as it will shortly be changed. Avec Neville Chamberlain, Édouard Daladier, le deuxième représentant de cette faible opposition au chancelier du Troisième Reich, dans cette conférence qui verra les démocraties britanniques et françaises abandonner la Tchécoslovaquie et permettra à Hitler d'envahir les Sudètes pour commencer. Mon général, on appelait Daladier le taureau du Vaucluse. Que pensez-vous de cette définition? Eh bien, manifestement, il avait un peu le physique du taureau. Et pendant la Première Guerre mondiale, comme jeune capitaine de chasseurs, il avait montré le courage militaire, le courage physique d'un taureau, incontestablement. Dans la politique, il était plus hésitant. C'était un taureau pacifique. La force calme qui émane de ces troupes inspire à tous les Français présents un sentiment d'orgueil et de confiance. L'âme de l'armée et celle du peuple de France communient durant ces minutes inoubliables. Après avoir félicité le général Billotte, gouverneur militaire de Paris, le roi Georges VI et le président de la République se rendent au château de Versailles. Donc il commence à ce moment-là le groupe d'armée du Nord, n'est-ce pas? Et il avait déjà proposé de prendre l'offensive dès 1939, lorsque l'armée allemande s'était engouffrée en Pologne. Et que nous avions 15 jours devant nous au minimum pour qu'elle puisse se retourner contre nous. Et pendant ces 15 jours, on pouvait imaginer qu'au minimum nous aurions atteint le Rhin. On l'aurait vu après. Cela aurait probablement permis aux États-Unis de rater un peu la fabrication des avions que nous leur avions commandés à prix d'or. Mais cela a été écarté non seulement par Daladier, le taureau du Vaucluse, mais surtout par Chamberlain, qui était beaucoup plus faible que Daladier. Et puis, Gamelin lui-même n'y tenait guère. Paris, à l'hôtel des Invalides, au cours d'une imposante prise d'armes, le maréchal Pétain fait une remise de décoration. Président de la République, général Gamelin, je vous procure la médaille militaire. Le général Gamelin, vice-président du Conseil supérieur de la guerre, reçoit la médaille militaire. Le général Gamelin était un homme courtois, même très aimable, toujours prêt à expliquer ses conceptions, les expliquer même longuement. Oui, c'était un homme robuste, n'est-ce pas?
qui, pendant la Première Guerre mondiale, avait été un commandant de grande unité, un commandant de division extrêmement vigoureux, courageux et habile. Et puis, avec l'âge, il s'est davantage intéressé à la philosophie de l'art militaire, au Kriegspiel. Alors là, il était particulièrement brillant. Mais à partir de 1937, 38, quand il est 35 même, je me trompe, quand il a remplacé le général Weygand, il m'a semblé que le poids des responsabilités l'écrasait. Le général Gamelin arrive à Londres, où il a d'importants entretiens avec Lord Galt, chef d'état-major impérial. Un récent décret a nommé le général Gamelin commandant en chef de la défense nationale. Un homme qui se défendait. Le mot est tout à fait juste, qui se justifiait. J'ai toujours trouvé chez lui le souci de se justifier par tous les moyens possibles. Nous étions installés dans une des casemates du fort, une casemate qui avait peu d'ouverture vers l'extérieur, et nous y logions, nous y mangions, et nous y travaillions. Un petit peu comme dans un couvent. Eh bien, puisqu'on ne souhaitait pas la guerre réelle, et qu'on se contentait de la drôle de guerre, il y avait là un grand calme, manifestement, mais qui laissait l'arrière-goût d'un temporel, n'est-ce pas, pour ceux qui pouvaient entrer là. C'était assez irréel. On avait l'impression d'entrer un peu dans la Belle au bois dormant. D'ailleurs, au bureau du général Gamelin, d'une simplicité biblique, il y avait au fond une sorte de rideau en toile vert, très modeste, derrière lequel il y avait une couchette de simples soldats. Et on sentait, n'est-ce pas, que le général Gamelin allait s'y reposer, peut-être un peu plus fréquemment qu'on aurait imaginé de la part d'un commandant en chef. Le général voyait très peu de monde, c'était un gros travailleur, un travailleur de bureau, il voyait peu de monde. C'était un administratif, n'est-ce pas, c'est-à-dire un homme qui conçoit que son rôle, son métier est d'éclairer le pouvoir politique et que la décision dépend uniquement du pouvoir politique. Il exposait la thèse, il exposait l'antithèse, n'est-ce pas, et puis débrouillez-vous avec ça. Investi du commandement unique des forces terrestres alliées dès le premier jour de guerre, le général Gamelin s'est aussitôt consacré à la tâche immense dont il était chargé et devint en quelque sorte le cerveau de ce corps gigantesque et multiple que constituent les armées modernes. Je me rappelle être allé voir Gamelin à Vincennes pour lui apporter la première note stratégique que j'avais eu à rédiger pour le bureau des opérations. Il était 3 heures de l'après-midi, c'était le 2e jour de la guerre, et il faisait encore la sieste, ça m'avait surpris. Du général Gamelin permet d'évoquer une des formes de syphilis nerveuse, la paralysie générale ou PG, avec son atteinte globale des facultés mentales, sa détérioration psychique progressive, son impossibilité tragique de prendre une décision, son obsession des justifications, son refus des responsabilités. C'est une maladie à inoculation sexuelle au départ et qui va être à l'origine d'une très grave maladie mentale. Avec l'arsenic et le bismuth, on a assisté à une diminution des formes de syphilis nerveuse, mais pour faire agir les médicaments, on utilisait une méthode très particulière, l'impaludation. Pratiquée à l'époque à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, elle consistait à injecter un paludisme tierce au sujet et à laisser évoluer une dizaine d'accès paludéens. Alors, certainement, il avait eu cette opération qui l'avait diminué également. Mais, moralement, il n'était pas préparé à conduire des armées dans une guerre qui l'effrayait de par l'ampleur des nouveaux armements. Le général Gamelin arrive dans un état-major d'armée. Le chef suprême ne se contente pas de donner des ordres, il vient parfois assister à leur exécution. Et quand on lui demandait s'il avait, lui, une opinion, n'est-ce pas, il avait beaucoup de mal à sortir une position.
disait, moi je suis chef d'état-major, je suis à vos ordres, n'est-ce pas? C'est au gouvernement à prendre position. Ce qui était curieux, c'est que, redoutant de prendre des responsabilités, il les faisait porter par les autres, et quand l'événement s'annonçait menaçant, il cherchait tout ce qui pourrait au contraire écarter ces menaces, les miracles, ou ce que les Anglais appellent le wishful thinking, n'est-ce pas? C'est la position du général qui cherchait en tout et qui était avant tout préoccupé d'une couverture de ses responsabilités, d'une couverture administrative. Hein? Il est certain, par exemple, qu'il s'était imaginé que la guerre ne commencerait pour de bon qu'en 1942. Et quand on lui disait « Pourquoi voulez-vous que les Allemands attendent, que l'aviation française soit reconstituée, que les Anglais aient apporté une quarantaine de divisions en France au lieu des 4 qui y sont actuellement, pourquoi ne croyez-vous pas qu'ils pourraient attaquer dès maintenant ?» Il se refusait à considérer, n'est-ce pas, cette hypothèse comme la plus probable. Je peux dire qu'au mois de mai 1940, il espérait encore un déclenchement réel des hostilités de notre côté, 1 ou 2 ans plus tard, c'est-à-dire quand il serait à la retraite. Le général Gamelin a fait, par ma connaissance, en cours de l'hiver 39-40, plusieurs voyages sur le front. Naturellement, ces voyages, ces contacts, ces inspections qu'il avait, procédaient plus, je crois, du souci d'avoir des contacts avec les états-majors locaux que de celui de savoir dans quel état se trouvait la troupe, les hommes. La paternelle familiarité du grand chef, son extrême simplicité lui ont acquis la confiance et l'affection de tous les hommes. Et leur respect n'a pas besoin pour se manifester des rigides marques extérieures exigées chez les gens d'en face. Il aurait dû prendre sa retraite à 65 ans, mais comme on estimait qu'il avait une valeur, on l'a prolongé jusqu'à 68, ce qui pour lui était trop long. Mais pourtant, on savait qu'il avait été au Val-de-Grâce. Oui, bon, enfin, il n'était tout de même pas aigretant, n'est-ce pas, loin de là. Il était très convenant dans temps de paix, comme apparence physique. L'union intime des Alliés a trouvé sa plus haute expression dans l'accord signé à Londres au cours du 6e Conseil suprême. À l'issue du Conseil suprême, le général Gamelin a été invité à passer en revue les troupes canadiennes réunies au camp d'Aldershot. Le généralissime des armées alliées adresse quelques paroles émues aux Canadiens français. Notre cœur est toujours avec vous. Et quand bientôt peut-être vous foulerez le sol de France, vous y retrouverez des routes et des chemins que certains de vos arrière-grands-pères ont déjà parcourus. Dans nos villes, vous retrouverez des monuments qu'ils ont connus, du moins ceux qui ont épargné les guerres. Et quand des mains se tendront vers vous et que vous les serrez, vous saurez que ces mains sont celles d'hommes qui veulent comme vous se battre pour le même idéal. Non seulement l'intégrité de nos patries, mais le droit pour les hommes et pour les peuples de vivre libres. Je dois dire que un homme comme Daladier, pendant toute cette période-là, n'a pas su remuer, n'est-ce pas, Gamelin. On n'a pas su prendre la décision de le renvoyer. Parce qu'il s'est rendu compte assez vite qu'il était inférieur à sa tâche. Alors, quand le président Daladier prend la décision de ne pas mettre le général Gamelin à la retraite, est-ce que ce président du Conseil connaît le carnet de santé du général? Probablement pas. Et dans ses mémoires parus sous le titre Servir en 1946, le général Gamelin écrira « Les faiblesses de l'état-major ne sont pas responsables de la déroute. Les coupables sont les politiciens, les industriels, et surtout le simple soldat français qui ne croyait pas à la guerre. » Last to arrive, Mussolini, the Italian dictator, has a brisk manner of approaching the problems at issue. Depuis 16 ans, Benito Mussolini, inventeur du fascisme, gouverne l'Italie en maître absolu.
Le 7 mai 1936, après l'invasion de l'Éthiopie par ses troupes, le Duce est fait grand-croix de l'ordre militaire de Savoie avec la citation suivante. Ministre des Forces armées, il a préparé, conduit et gagné la plus grande guerre coloniale que l'histoire ait jamais connue, guerre qu'il a voulu pour le prestige, la vie et la grandeur de la patrie fasciste. Après la victoire en Éthiopie, il se croyait tout permis, et de là l'origine de son exaltation suprême. Et même après cette guerre, il s'est considéré comme étant le médiateur qui avait évité un conflit mondial lors de l'entrevue de Munich. Il ne comprenait pas qu'en réalité, à Munich, il n'avait fait que jouer le rôle qu'Hitler lui avait assigné dans sa stratégie. Qui a molti anni, quando il fatale andare del tempo ci avrà allontanato da quest'età, gli uomini verranno a vedere quello che noi abbiamo compiuto in pace e in guerra. Ricorderanno il 1915, l'anno fatale nella storia dell'umanità, che pesa come il 476, il 1492, il 1815. C'è un prima e un dopo, c'è un prima della guerra e un dopo guerra. Non guardiamo più al prima della guerra. Non abbiamo nostalgie per quel tempo, per quegli uomini, per quegli avvenimenti, per quelle dottrine, poiché noi abbiamo bruciato i nostri bastimenti alle nostre spalle. Ma lui era un uomo che alle altrui opinioni dava un peso fino a un certo punto. Pour lui, l'opinion des autres ne comptait que jusqu'à un certain point. C'était en somme une surcharge à sa propre opinion. Et cela était sans doute son côté vulnérable, car la collaboration au niveau des idées, l'estimation des situations, cela il le faisait rarement avec les autres. Ce n'était pas un dictateur politique, mais il était certainement quelqu'un qui affirmait son moi avec une vigueur particulière. La vera storia d'Italia. Pour ce qui est de ses colères, son tempérament était généralement normal, serein, bien que toujours énergique et plus porté au tragique qu'au comique, car il avait peu le sens de l'humour, du comique. Il souriait difficilement et je ne l'ai pratiquement jamais vu rire, mais parfois, quand il était blessé, en effet, il a eu une vie très dramatique, pleine de hauts et de bas. Piena di alti e basse, di oscillazioni, reagiva, diciamo, come un gallo. Il réagissait, disons, comme un coq, énergiquement. Mais c'était une fureur subite qui disparaissait en 5 minutes. Lui non era uno che recriminasse. La conclusione che io traggo dinanzi a voi in questa giornata luminosa di sole e fervida di speranze è questa: che oggi il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile, formidabile, che può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche l'andare del tempo. La forme de syphilis nerveuse, qu'est la paralysie générale, peut revêtir, et c'est le cas le plus fréquent, le tableau d'une grande détérioration psychique avec excitation intellectuelle.
pouvant faire passer le malade de l'aspect apparent d'un surdoué à celui d'un démon. La forme la plus caractéristique en est le grand délire mégalomaniaque, pouvant engendrer des attitudes théâtrales plus ou moins spectaculaires. Mais rapidement, le fond mental est atteint avec perte de l'autocritique, incohérence des gestes et des idées traduisant la gravité de la maladie. C'est dans cette forme mégalomaniaque de la syphilis nerveuse que pourrait se classer Mussolini. Et cette tendance s'est sans doute renforcée au fil des succès et des victoires obtenues, car à un moment donné, il est arrivé à se considérer comme invincible. Un jour où j'avais fait l'école buissonnière, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, alors qu'il chevauchait dans le parc de la Villa Borghese et en se pavanant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aucune de ses attitudes n'était spontanée, mais au contraire très posée. Son comportement, en fait, a toujours été entièrement artificiel. Il se donnait des airs de Romain antique très classiques et prenait des poses à la D'Annunzio. Il avait des poses de gladiateur, la mâchoire contractée et volontaire. Et en réalité, j'ai l'impression que ce type de comportement était en partie affecté et en partie naturel, car Mussolini se complaisait à recevoir les ovations de la foule, car il était très vaniteux. En effet, il était très content lorsque la foule applaudissait, et au contraire, il devenait très irritable si sa dose d'applaudissements venait à lui faire défaut. Néanmoins, il était persuadé qu'il fallait frapper l'imagination des masses, et que ce type de comportement ne pouvait que lui attirer leur sympathie. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit en ce qui concerne certaines couches de la population. Scendendo fra I camerati contadini, ha voluto trebbiare il primo grano di questa terra vergine. La spontanea professione di fede di una contadina confusa nella folla applaudente. Dopo di Dio viene lui, Dio ci dà il pane, egli ce lo lavora e ce lo difende, compendia con rara istintiva eloquenza il sentimento di tutto un popolo. Il popolo italiano avrà quindi il pane necessario alla sua vita, ma se anche gli fosse mancato, non si sarebbe mai, dico mai, mai piegato a sollecitare un aiuto qualsiasi dalle cosiddette grandi démoplutocratie. Lorsqu'il allait battre le blé et qu'il se mettait torse nu, il érigeait en symbole son action pour l'assainissement des régions marécageuses. Certes, c'était l'un des moyens employés par la propagande fasciste, mais de là à dire que cela relève d'un cas pathologique. Camera tranquillista, accendi il motore! Ragazzi, conteniti la gladiatura E mentre la trebbia intona il suo gagliardo corale a torso nudo, il duce esperto trebbiatore, metodico, volenteroso e tenace, inizia il suo lavoro nel podere numero 2585. Il duce, cui la fatica sembra conferire maggior lena. In un'ora trebbia 11 quintali di grano. Si l'on parle de l'aspect physique, et même psychophysique, il n'y a pas de doute. Il était extrêmement viril, c'est-à-dire qu'il travaillait beaucoup, qu'il était très organisé dans son travail. Et donc, il n'avait absolument pas le temps de chercher des aventures. Au contraire, il était occupé matin et soir, nuit et jour. Mais il y avait les femmes qui se donnaient comme but dans la vie d'être à lui. Et donc, elles se faisaient recevoir avec un prétexte quelconque, des princesses même. Et elles se donnaient. Il y avait aussi l'homme qui avait ses exigences et qui n'hésitait pas à les satisfaire. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni,
uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate. Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. J'ai entendu dire qu'il avait été surpris par l'hostilité de la foule, à la différence du discours de la déclaration de guerre à l'Éthiopie, pour lequel, dès les premières paroles, il suscita l'enthousiasme général. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Ce jour-là, la foule, massée sur la place, resta pendant quelques secondes de glace, et lui qui s'attendait à une approbation immédiate demeura perplexe face à cette absence de réaction. C'est là, bien entendu, une explication beaucoup plus politique et historique que celle de la défaillance physique, qui par ailleurs est peut-être plausible également. La parola d'ordine è una sola. Categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! L'ulcère à l'estomac, oui. J'ai su qu'il se soignait pour un ulcère à l'estomac, mais c'est une maladie très répandue et de très nombreuses personnes en souffrent, sans que pour autant elles manquent à leur obligation professionnelle. Et ça ne les empêche pas d'avoir des ambitions et de mettre en œuvre les moyens pour les atteindre. Non, on disait que l'ulcère en question présentait des aspects syphilitiques qui pouvaient porter atteinte au cerveau. On parlait beaucoup de cet ulcère, on lui attribuait un caractère malin. Certains allaient même jusqu'à dire qu'il s'agissait d'un cancer. Il y avait des gens qui comptaient que cette maladie aurait pour lui une issue fatale. Nous, les jeunes antifascistes sérieux, nous avions la conviction que le fascisme n'était pas dû seulement à l'homme, mais à une véritable maladie qui rongeait la société italienne. Le problème de l'existence physique de Mussolini n'était pas primordial pour assainir la situation de la société italienne. Lors d'une séance du Grand Conseil fasciste, dans la nuit du 24 juillet 1943, Mussolini est désavoué par les hiérarques du parti. Le 25 au soir, convoqué par le roi Victor Emmanuel III, le Duce est destitué, arrêté et, début septembre, relégué dans un hôtel du Gran Sasso, 100 km à l'est de Rome. Les Alliés sont en Sicile. Hitler organise l'opération Eiche et le 13 septembre, un commando SS sous les ordres d'Otto Skorzeny enlève Mussolini. Le 15 septembre, à Rastenbourg, abattu, brisé, il rencontre le Führer qui le pousse à ranimer le régime fasciste. Il finit par proclamer la nouvelle République sociale italienne. Hitler lo vide depresso, lo vide smagrito. Hitler le vit si déprimé, amaigri, aussi parce qu'il avait été prisonnier, qu'il le pria de se faire soigner par un médecin de confiance, le docteur Morel. Ce dernier chargea un de ses assistants, qui était capitaine médecin de l'armée allemande, d'accompagner Mussolini en Italie et de rester près de lui. Ce jeune capitaine médecin adopta un traitement radicalement différent de ceux qu'avaient prescrits nos médecins. En 3 mois, il le guérit entièrement. Il le remit entièrement sur pied. Et in 3 mesi lo ristabilì completamente.
In un discorso al popolo italiano, Mussolini si è rivolto ai suoi fedeli invitandoli a riprendere le armi per combattere fino alla vittoria a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati. Il était resté convaincu d'être l'acteur principal et persuadé qu'il pouvait continuer à jouer un double jeu dont il a été la victime. Il a été la victime de son ambition, qui avait été exaltée par le succès de l'affaire d'Éthiopie. C'est peut-être là le tournant qui a marqué l'instant à partir duquel il n'a pu dominer les événements. En effet, tant que la lutte s'est déroulée en Italie, Mussolini contrôlait les éléments du jeu qu'il menait. Mais lorsque ce jeu s'est élargi et qu'il a fallu le jouer sur l'échiquier mondial, il a perdu le contrôle de la situation et l'exaltation qui a résulté de ses premières victoires lui a été à ce moment-là fatale. Noi vogliamo difendere con le unghie e coi denti la Valle del Po. Noi vogliamo che la Valle del Po resti repubblicana. Nell'attesa che tutta l'Italia sia repubblicana. Soltanto che lui... Il disait, j'ai conduit ce pays jusqu'à cette situation. Pendant des années, tout s'est bien passé. Et puis, ça a mal tourné. Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il soit arrivé la même chose à Napoléon. Aujourd'hui, je pourrais me retirer, car je suis malade, j'ai un motif. Ce n'est pas un faux prétexte. Mais ensuite, qui peut aider ce pays? Il ne s'est effondré vraiment que sous les coups de la défaite. Et j'ajouterais même que physiquement, son acte d'abandon le plus significatif fut, après son arrestation, la lettre à Badoglio dans laquelle il demandait littéralement grâce. Ce qui n'était plus là une attitude très héroïque, dirions-nous. Combattenti di terra, di mare e dell'aria, camiceneri della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del re di Valdoria, ascoltate. Le mouvement national-socialiste doit trouver le courage de rassembler notre peuple et sa force pour marcher sur la route qui, de son espace vital actuellement restreint, conduira ce peuple à la possession de terres nouvelles. Un État qui, à une époque de contamination des races, veille jalousement à la conservation des meilleurs éléments de la sienne, doit devenir un jour le maître de la terre. Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925. Je suis arrivé à Munich, la conférence était déjà commencée, elle était même près de se terminer, et je me suis trouvé dans le vestibule de la conférence au moment où les négociateurs sortaient. Et j'ai aperçu Hitler qui restait là un bon moment, entouré de journalistes et de dignitaires du parti. Et j'ai été tout de suite frappé par le changement qui s'opérait dans cet homme selon les circonstances. Sortant de cette conférence, dans l'ordinaire de la vie, son visage était absolument terne. Il avait des yeux bleus, globuleux, sans regard, sans expression, un visage qui n'avait pas de relief. Et puis, un mot qu'on lui disait, quelque chose, tout d'un coup, réveillait le circuit électrique. Alors cet homme, dont le visage était absolument terne et plat, tout d'un coup étincelait, ses yeux lançaient des éclairs, le courant passait, il était comme la pythie montée sur son trépied. Et puis ça durait quelques instants, et puis le courant coupait de nouveau, et l'homme retombait dans sa platitude. Hitler, comme tout le monde, avait une personnalité aux aspects multiples, mais il possédait un certain équilibre en lui. D'un côté, il souffrait de la pauvreté de ses rapports avec les autres, il éprouvait de grandes difficultés à véritablement entrer en contact avec son entourage. Et d'un autre côté, il y avait chez lui un certain charme, une amabilité avec laquelle il traitait les gens proches de lui.
C'était là une composante qui pouvait compenser la pauvreté de ces relations. Je ferai une distinction entre les différentes maladies qu'avait Hitler. Je dirais par exemple que ces maux d'estomac d'origine hystérique étaient liés aux décisions qu'il prenait. S'il n'avait pas eu de si graves maux d'estomac, il aurait sans doute été plus modéré dans ses prises de position. Wir wissen genau, welches Ziel Sie haben. Ob Herr Chamberlain mit der Bibel kommt oder nicht. Ob fromm tut oder nicht. Ob die Wahrheit spricht oder ob lügt. Wir wissen das Ziel. Es ist das Deutschland von 1648, das Ihnen vorschwebt. Das Deutschland aufgelöst und zerrissen. Sie wissen ja genau, hier in diesem Mitteleuropa sitzen über 80 Millionen Deutsche. Wenn sie zersplittert sind sie wehrlos und ohnmächtig. Wenn diese Menschen eine Einheit bilden, dann sind sie eine Macht. Les sujets atteints de névrose hystérique présentent des traits psychologiques particuliers, à côté des lipotymies, des éblouissements, des malaises, déclenchés par une émotion, une contrariété. Il faut faire une place aux accès de colère souvent violents, provoqués par des contraintes. Toute contrainte entraînant chez de tels sujets un sentiment de malaise insupportable qui se vide dans une crise de colère que d'aucuns comparaient à un véritable orgasme. Dass aber hier das Recht von 80 Millionen zur Diskussion steht, nicht eine Partei oder eine Bewegung. Denn was bin ich endlich? Ich bin nicht deutsches Volk als dein Sprecher. Ich bin als der Vertreter deines Rechts. Es handelt sich hier nicht um meine Person, aber ich gehöre nicht auch zu jenen Leuten, die jemals die Fahne streichen. Das habe ich nicht gelernt. Unsere Gegner, sie schreien es heute raus, Deutschland soll untergehen und Deutschland kann ihnen nur eine Antwort geben. Deutschland wird siegen und Deutschland wird deshalb siegen. Es waren zwei Momente, die Hitler immer wieder betonte. Il y a deux facteurs qu'Hitler soulignait toujours. D'une part, il croyait qu'un homme a plus de force quand il ne mange pas de viande. Il faisait souvent allusion aux éléphants, qui sont les animaux les plus forts et qui ne se nourrissent que de plantes. Le deuxième facteur était ses maux d'estomac. Il lui semblait en effet qu'il digérait plus facilement les légumes et la nourriture végétarienne en général que la viande. Il avait quelquefois des moments de faiblesse où il se souvenait avec nostalgie des saucisses et des viandes qu'il semble avoir mangées de bon appétit dans les années 1912-1914, qu'il a passé à Munich. Il se plaignait et reprochait aux médecins de lui prescrire une nourriture toujours plus frugale et toujours plus légère. Il est vrai qu'à la fin, il n'avait plus droit qu'à des potages et il disait que personne ne peut vivre dans ces conditions. Links vom Führer Generalmajor Jodl, rechts Generaloberst von Brauchitsch, im Vordergrund Generaloberst Keitel. Großadmiral Raeder. Wie weit dabei auch Je ne saurais pas dire exactement quel rôle ont pu jouer les craintes qu'il avait toujours d'être malade du cancer. Les craintes concernant une éventuelle lésion organique, une grossérophobie par exemple, sont extrêmement fréquentes. Les sujets atteints de névrose hystérique présentent des traits psychologiques particuliers tels que l'on peut parler à leur propos de personnalité hystérique dont le trait essentiel est le besoin de paraître plus que l'on n'est en vérité, sur un théâtre où se joue une comédie factice.
Ce qui est important, c'est que sa mère est morte d'un cancer. Cela avait dû fortement l'impressionner. Si bien que lorsqu'il eut par exemple un petit problème avec sa gorge, il crut tout de suite qu'il s'agissait d'un cancer. Il fut opéré par un certain professeur Eicke, qui lui ôta une petite protubérance et constata qu'il ne s'agissait que d'une tumeur tout à fait bénigne. De la même façon, il croyait, et il avait peur que ces maux d'estomac ne soient en réalité une affection cancéreuse. Im Garten des großen Hauptquartiers. Generalfeldmarschall Hermann Göring bespricht mit dem Führer die weiteren Operationen. Il répétait toujours qu'il devait accélérer le déroulement de son programme, qu'il devait mener à bien ses objectifs tant qu'il était encore en vie, parce que ses descendants n'auraient pas la force de le faire. Nach der Kapitulationserklärung General Pétains legt Generaloberst Keitel die Einladung für den Duce nach München zur Unterschrift vor. Ein geschichtlicher Sieg ist errungen. Frankreichs Armeen sind zerschlagen. Il avait la hantise de mourir jeune. Et cette hantise n'a pas disparu avec les succès partiels qu'obtint le docteur Morel dans le premier temps de son traitement. Hitler a toujours pensé que sa vie était menacée par la maladie. Voilà pour la première période. Dans la deuxième période, l'activité du docteur Morel grandit et il avait résolu de lui administrer sous forme de piqûres des doses de stimulants de plus en plus importantes. Ces stimulants se composaient de pervertine, de glucose, de fortes doses de vitamines. Au début, tout cela aurait été acceptable, mais en prenant ces produits, il s'était rendu dépendant de ces médicaments. Il a toujours dit qu'il ne pourrait pas vivre sans le docteur Morel, et lorsqu'il avait une quelconque petite crise, on appelait le docteur Morel qui lui faisait une piqûre. Et Hitler reprenait un peu le dessus. À mon avis, à partir de 1943, il était effectivement dépendant des drogues du docteur Morel. Il ne pouvait plus travailler sans ces drogues. Sa faculté de concentration diminuait. D'autre part, ces drogues le rendaient de plus en plus intransigeant dans ses décisions, parce que son agilité d'esprit diminuait. Il avait de plus en plus de difficultés à se mouvoir. Il ne faisait pratiquement plus de promenades et il devint donc bouffi, boursouflé, et il avait l'air de ne pas être en bonne santé. Ce que je peux dire, c'est qu'il avait un curieux tressaillement du corps et surtout des bras.
Et il en était déjà ainsi avant l'attentat du 20 juillet 1944. Beaucoup de gens prétendent que ce serait venu à la suite du choc du 20 juillet. Mais ce n'est pas vrai. Et ce tressaillement a toujours empiré au fur et à mesure que la fin approchait. À la fin, il était obligé de se tenir un bras avec l'autre pour que ce tremblement n'apparaisse pas de manière trop nette. Nous qui étions dans l'entourage d'Hitler, nous l'avons remarqué vers le milieu ou la fin de l'année 1942. Hitler, à cette époque, avait 55 ans. Comment se comportait-il? Était-il agressif? Indécis? Il était tout cela à la fois. Il pouvait être très agressif. Il pouvait perdre encore bien plus vite qu'auparavant le contrôle de lui-même. Mais d'autre part, ses généraux se plaignaient, et moi aussi, qu'il ne soit plus apte à prendre des décisions. Lorsque des décisions importantes, évidentes, et que les généraux tenaient pour indispensables, devaient être prises, il devait discuter des jours et des jours avec Hitler, avant que ce dernier ne donnât son accord. Il y a là deux facteurs qui sont entrés en jeu. L'un est le surmenage continuel, aggravé par les catastrophes, qui représentaient pour lui une charge psychique supplémentaire. Et tout cela était renforcé par les méthodes thérapeutiques du docteur Morel, qui cherchait toujours à compenser à l'aide de stimulants le manque d'énergie qui apparaissait chez Hitler. Energie, der bei Hitler eintreten musste, durch Stimulantien auszugleichen. Der Führer empfängt in seinem Hauptquartier den Reichsjugendführer Axmann mit einer Abordnung von 20 Hitlerjungen, die sich bei der Verteidigung ihrer Heimat besonders bewährt haben und dafür mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurden. Mit diesen 20 Jungen ist vor dem Führer symbolisch die deutsche Jugend angetreten, die als treuer Helfer unserer Soldaten und des Volkssturms mutig und unerschrocken im höchsten Einsatz steht. Als der Russe näher an Lauban heranrückte, habe ich mich dem Kampfkommandanten von Lauban freiwillig als Melder zur Verfügung gestellt. Meine Aufgabe bestand darin, Meldungen zu den einzelnen Kompaniegefechtsständen zu bringen. Außerdem habe ich oftmals Panzerfäuste in Verpflegung in die Hauptkampflinie geschafft. Die Panzerfäuste habe ich auf Leiterwagen oder kaum unter feindlichem Beschuss in die Hardteile geschafft. Déjà dans les derniers mois de la guerre, Hitler était devenu en quelque sorte un vieillard, du point de vue physique et du point de vue psychique. C'était un homme qui se déplaçait comme un vieillard, qui ne savait plus manger proprement, qui tachait ses vêtements, et qui d'une manière générale donnait l'impression d'être un homme vieux, à cause de sa démarche courbée et de son regard fixe. Peut-on expliquer la personnalité d'Hitler sans parler de sa santé? Il est certain que les maladies ont joué un grand rôle dans la vie d'Hitler. Et je dirais même que si Hitler n'avait pas été malade, il n'aurait pas été Hitler. Gar nicht Hitler geworden wäre.
America has been in a state of great excitement over the presidential nomination. So the tradition of not standing for a third term is broken. Franklin D. himself has this to say about it. I will, with God's help, continue to serve with the best of my ability and with the fullness of my strength. My father lived here in the White House. Mon père habitait ici, à la Maison Blanche, et il menait une existence de travail intense. On avait fait construire une piscine pour qu'il puisse y nager tous les jours. Il avait souvent des ennuis avec ses sinus, mais dans l'ensemble, à part quelques rhumes, pendant la plus grande partie du temps où il a exercé son mandat de président, de 1933 jusqu'à sa mort en 1945, il a joui d'une excellente santé. This nation will remain a neutral nation, but I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. You know, he had infantile. Vous savez qu'il était atteint de poliomyélite. Et quand il s'est présenté aux élections présidentielles pour la première fois en 1932, il y a eu une campagne d'insinuation. On a dit qu'il ne serait jamais capable de s'acquitter de sa charge. I have said not once but many times that I have seen war and that I hate war. I say that again and again. I hope the United States will keep out of this war. Alors qu'a-t-il fait? Il a souscrit un tas de polices d'assurance. Et les compagnies d'assurance ont nommé des médecins qui devaient publier les résultats de leurs examens. Ils ont tous dit qu'il était en excellente santé, qu'il pouvait se présenter. Et il s'est trouvé que jamais un président n'a servi aussi longtemps que lui. And this very day, the 10th of May, 1940, this very day, 3 more independent nations have been cruelly invaded by force of arms. I am glad that we Americans, of the free Americans, are shocked, that we are angered by the tragic news that has come to us from Belgium and the Netherlands and Luxembourg. Vous savez, à cette époque, les États-Unis avaient très mauvais moral. Tout le monde avait des ennuis. Il donnait l'exemple d'un homme qui avait dû surmonter ses handicaps, ce qui en faisait un héros aux yeux du peuple, bien qu'il souffrit d'infirmités bien plus graves que les leurs. Il avait su les surmonter, et le peuple acceptait qu'il soit leur tête à cause de son courage moral. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Eh bien, le docteur McIntyre, ce docteur qu'il nomma amiral, ne connaissait rien aux maladies cardiaques. Il soignait le nez, les yeux, les oreilles, etc. Mais, grand ami du président, il lui disait qu'il était en bonne santé. Finalement, il fut examiné par un cardiologue. Well, I was chief of the cardiac clinic at the National Naval Medical Center. J'étais chef du service de cardiologie au Centre médical national de la Marine pendant la guerre. Et un jour, le médecin principal de la Marine m'a appelé pour demander que j'examine le président. The president had
Depuis 2 ou 3 semaines, le président souffrait d'une toux persistante et il ne se sentait pas bien. C'est pourquoi le docteur McIntyre pensait qu'il serait sage de le soumettre à un examen général. Eh bien, c'était un peu plus grave qu'on l'avait pensé. J'ai découvert un peu de congestion des poumons, j'ai découvert qu'il avait le cœur trop gros et sa tension était trop élevée. Pour moi, il était hors de question à l'époque de dire que le président souffrait d'une congestion cardiaque sans gravité. L'hypertension artérielle est une maladie générale, mais qui a une importance très grande pour la circulation cérébrale. En effet, il se produit une très forte augmentation de la pression sanguine dans les vaisseaux, et on comprend très facilement que si pour une raison pathologique quelconque, le vaisseau, la paroi du vaisseau est devenue fragile, il peut, sous l'influence de cette hypertension, se produire une rupture. Et selon la région du système nerveux touché, la région du cerveau, qui est plus ou moins importante, plus ou moins directement liée à des activités motrices ou à des activités intellectuelles, il peut se produire des troubles très variés. Eh bien, je me souviens dans les grandes lignes des décisions qui ont été prises. En fait, il s'agissait de restreindre son activité physique, ainsi que l'exercice de ses fonctions, en supprimant un certain nombre de rendez-vous, de ses entrevues avec les gens, en insérant dans son emploi du temps un certain nombre d'heures de repos au cours de l'après-midi, et en lui administrant certains médicaments. Il savait qu'il ne pouvait pas rester président des États-Unis en ne travaillant que 4 heures par jour alors qu'il aurait dû travailler 14 heures par jour. Il savait qu'il devait démissionner pour raison de santé. Il savait que c'était son devoir de démissionner en tant que président. Et sans doute il aurait dû démissionner. Il aurait pu démissionner avec élégance et devenir directeur des Nations Unies. Il n'aurait même pas eu à travailler 2 heures par jour. An armistice with Italy has been concluded. It is a great victory for the United Nations, but it was also a great victory for the Italian people. After years of war and suffering and degradation, the Italian people are at last coming to the day of liberation from their real enemies, the Nazis. This war does not and must not stop for one single instant. Our fighting men know that. Now, it is your turn. Every dollar that you invest in the Third War Loan is your personal message. En 1940, Mme Roosevelt avait l'impression que la faculté qu'il avait de faire accepter de nouvelles lois au pays s'était amoindrie, que cette faculté s'était épuisée, qu'il fallait un homme nouveau. Mais cela n'avait rien à voir avec son état de santé. God bless them. Les choses étaient entièrement différentes en 1944. À ce moment-là, c'était la guerre. Et pour Mme Roosevelt, il était le commandant en chef. Il était l'homme le plus capable de diriger la nation. Il fallait absolument qu'il se présente, même s'il devait mourir à la tâche, mourir prématurément. Et je crois qu'elle pensait que lui-même était de cet avis. Ça, je le sais, parce qu'elle me l'a dit. And will, to the best of your ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. C'est l'un des événements les plus tragiques de l'histoire des États-Unis. Certaines personnes qui soignaient le président Roosevelt déclaraient que sa santé était bonne et qu'il pourrait rester. Ceux qui connaissaient le président Roosevelt
savait que depuis plus d'1 an, il était malade et il était agonisant. Je ne crois pas que l'idée qu'il ne serait pas capable d'accomplir son devoir lui ait jamais traversé l'esprit. J'avais l'impression qu'il se considérait comme l'homme du destin et que ce qu'il fallait faire, il l'accomplirait lui-même et que cela se passerait ainsi. Je peux ajouter que personne ne m'a demandé s'il était sage qu'il se représente. As I stand here today, having taken the solemn oath of office, in the presence of my fellow countrymen, in the presence of our God, I know that it is America's purpose that we shall not fail. In the days and the years that are to come, we shall work for a just and honorable peace, a durable peace, as today we work and fight for total victory in war. Au début, nous avions pensé qu'il serait sage de lui faire perdre quelques kilos, ce qui soulagerait le cœur et qui, nous l'espérions, contribuerait à faire baisser la tension. Il s'agissait seulement de réduire le nombre des calories. Il a commencé à maigrir et malheureusement c'est son visage qui s'est mis à maigrir. Si bien que ses traits se sont remodelés et il était tellement content du résultat qu'il est devenu difficile de lui faire absorber des aliments en quantité suffisante. Toutefois, malgré ces restrictions alimentaires, la maladie hypertensive continuait, faisait son œuvre au niveau des vaisseaux, et en particulier des vaisseaux cérébraux, et amenait un certain nombre de troubles. Et en particulier, comme c'était une atteinte très générale de la circulation cérébrale, il se produisait des troubles très généraux et très diffus, caractérisés en particulier par des modifications de l'attention, de la vigilance du sujet, une fatigabilité très grande, une difficulté à focaliser son attention sur certains problèmes, la nécessité de s'arrêter fréquemment, de dormir, et la plupart du temps, une diminution considérable de la résistance au travail et surtout au travail intellectuel. Under the threat of a common danger, the United Nations joined together in war to preserve their independence and their freedom. They must now join together to make secure the independence and freedom of all peace-loving states, so that never again shall tyranny be able to divide and conquer. Yalta was particularly more arduous. Yalta, ce fut très difficile. Nous avons utilisé pratiquement tous les modes de transport, bateaux, avions, voitures. Et certaines routes étaient très mauvaises, mais le président a supporté l'épreuve au mieux. Cela nous a pris entre 6 heures et 8 heures de voiture, de l'aérodrome où nous avions atterri, Saki, jusqu'à Yalta. Here on the Black Sea, near the city of Yalta in the Crimea, is the meeting place of the leaders of Britain, Russia, and the United States, scene of the most successful international conference of the war. Under 3 flags at a nearby airfield, Russian officials headed by Foreign Secretary Molotov await the arrival of the British and American delegations. Anthony Eden, British Foreign Minister. And Winston Churchill. Harry Hopkins, advisor to President Roosevelt, with Averell Harriman, United States Ambassador to Russia. Il n'était pas bien, c'est sûr. J'ai eu un choc à Malte, juste avant son départ pour Yalta. J'ai eu plusieurs entretiens avec lui. Son esprit était aussi vif que d'habitude.
Il travaillait sur des questions qu'il comprenait parfaitement, qu'il discutait depuis plusieurs années, et il était décidé à l'emporter. Il ne se levait pas d'aussi bonne heure le matin, il ne passait pas autant d'heures en discussion, mais quand il s'agissait de parvenir à ses objectifs, il était aussi rigoureux, aussi décidé. Et son action était toujours aussi efficace que lorsqu'il se portait bien. Also arriving by plane after a 6,000-mile trip is Franklin D. Roosevelt, President of the United States. Pendant les premiers jours, nous avions eu l'impression que le président était pris entre deux feux, parce que le matin, Anthony Eden, le ministre des Affaires étrangères britannique, venait le voir. Et ensuite, M. Churchill, qui se levait vers midi ou 1h, venait l'après-midi pour lui parler. Il était donc occupé du matin au soir jusque tard dans la nuit. C'est pourquoi nous avons essayé d'arranger les choses, si l'on peut dire, pour que ces journées soient moins chargées. Marshal Joseph Stalin, Premier of the Soviet Union. The three parties reach a firm accord on military and political points. Coordinated plans are made for great new blows against Germany from all directions. Non, son jugement était intact. Je ne peux pas dire absolument que s'il avait été mieux, la façon dont les accords ont été rédigés n'aurait pas été un peu plus ferme, mais cela n'aurait pas fait la moindre différence. L'expression aurait été un peu différente en ce qui concerne les accords essentiels, par exemple sur le principe d'élections libres et sans entrave, mais ces élections n'ont jamais eu lieu, cela n'est pas discutable. Il y a des gens maintenant qui disent qu'il aurait fallu un accord plus précis et qui critiquent la façon dont le gouvernement provisoire polonais devait fonctionner. Mais c'est un peu trop général. La seule excuse que pourraient avancer les amis de Roosevelt pour le défendre d'avoir tout donné à Staline serait que Roosevelt, à Yalta, était malade et agonisant. Il était si malade que ses amis protestaient contre son départ pour Yalta. On était en plein hiver et il connaissait la gravité de sa maladie. Il savait qu'il ne pourrait mener des négociations contre Staline et il le pressait de ne pas y aller. Churchill était en bonne santé à la fin de la guerre. Il était fatigué mais en bonne santé. On a beaucoup écrit et dit de stupidité à ce propos. L'homme qui était réellement mourant à la fin de la guerre et dont les facultés déclinaient, ce qui eut un grand effet sur la façon dont les choses tournèrent, était le président Roosevelt. Ce n'était pas ce que disaient les docteurs. Les Américains affectaient de croire qu'il n'était pas malade, mais il avait une mine terrible, très différent de l'homme que j'avais vu 2 ans auparavant à la conférence de Dumbarton Oaks. Il avait cette carte à jouer, être en bon terme avec les Russes. Et apparemment, il ne pensait qu'à ça. Je crois que Roosevelt était physiquement malade et que, dans une certaine mesure, cela affectait son esprit. Le président Roosevelt quittera Yalta le 12 février 1945. Après avoir brassé les frontières, découpé l'Allemagne, marchandé des zones d'influence, ou plus simplement partagé le monde, il venait avec Staline et Churchill de sceller le sort de 3 milliards d'hommes. Il espérait la paix et ce fut la guerre froide. Quel était l'état de santé du président Roosevelt quand vous avez quitté Yalta? Je dirais qu'à nouveau, il ne présentait aucun symptôme. Et l'examen physique n'a rien révélé de nouveau, c'est-à-dire une tension artérielle élevée. À son retour de Yalta, Roosevelt a dit au responsable du pré-bail « Je n'ai jamais été si déçu, si désappointé de toute ma vie. J'espérais que Staline allait collaborer avec moi pour édifier les Nations Unies qui préserveraient la paix dans le monde, et la seule chose à laquelle il pense, c'est à la puissance de la Russie. Il a tout refusé, brutalement. Quant à moi, je suis tout à fait sûr que ce changement dramatique dans la personne de M. Roosevelt, comme dans son état de santé, a été accéléré par sa très profonde déception. C'était le seul rêve de sa vie. Nous sommes rentrés de Yalta en février, et ce n'est pas avant la fin de mars que nous avons pu nous arranger pour l'amener à Warm Springs. Il était supposé s'y reposer, un peu de relaxation pour ainsi dire. Mon père avait l'habitude de la souffrance physique, puisqu'il avait eu la poliomyélite en 1921, et depuis, il avait énormément souffert.
Mais la seule fois où il a exprimé sa souffrance en public, la seule fois, ce fut le jour où il prononça devant le Congrès son discours à son retour de Yalta. Ce fut la seule fois où il prononça un discours assis. Mr. Speaker, members of the Congress, I hope that you will pardon me for an unusual posture of sitting down during the presentation of what I want to say, but I know that you will realize that it makes it a lot easier for me in not having to carry about 10 pounds of steel around on the bottom of my legs, and also because of the fact that I have just completed a 14,000-mile trip. There will be no respite to these attacks. We will not desist for one moment until unconditional surrender. Bon, il est certain que son état cardiaque, qui avait été notre premier souci, était très bien maîtrisé. Il n'y avait pas le moindre signe de la possibilité d'un épisode fatal avant que l'événement ne se produise. Naturellement, ce fut un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et vous le savez, ce fut une hémorragie cérébrale violente. Ceci est ma théorie. C'est la tension psychologique entraînée par une lourde responsabilité dont vous vous rendez compte tout à coup que vous ne pouvez plus la supporter, qui vous tue, et non pas une thrombose quelconque. Et il n'y a aucune garantie contre ça quand vous prenez vos fonctions. Pensez-vous que M. Carter aura lui aussi son Staline et qu'il sera déçu? Franklin Delano Roosevelt, 32e président des États-Unis, mourra le 12 avril 1945, 59 jours après la conférence de Yalta et 3 ans et demi avant la fin de son 4e mandat présidentiel. Il avait 63 ans. En mars 1947, moins de 2 ans après sa mort, le Congrès votera le 22e amendement à la Constitution des États-Unis qui interdit à un candidat de briguer plus de 2 mandats présidentiels. Depuis 1922, l'armée rouge et le peuple soviétique rendaient hommage au camarade Staline, secrétaire général du Parti communiste. Le 23 août 1939, il avait signé un traité de non-agression de 10 ans avec l'Allemagne nazie. Mais le 22 juin 1941, Hitler déclenche l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Pourquoi n'ayant confiance en personne, ayant peur de tous, détestant tout le monde, et surtout ne croyant personne, pourquoi a-t-il cru Hitler? Et comment encore? Et il a eu confiance en Hitler jusqu'à la dernière minute, et même passé cette dernière minute. Staline avait toujours confiance en lui. Cette confiance en Hitler a coûté des milliers et des milliers de vies à notre armée. Des centaines de milliers. Durant les premiers jours de la guerre, son état de santé était loin d'être parfait quand il a perdu la tête. Il peut même être question de certaines transgressions psychiques. Mais pourquoi penses-tu qu'il croyait en Hitler? Je le pense aussi, moi. Tous les vieux soldats le savent. Non, par contre, les soldats ne savaient pas le moins du monde ce que faisait leur chef. Croyait Hitler quand ce dernier disait qu'il n'attaquerait jamais l'Union soviétique. Jamais l'Union soviétique. Et quand les avions allemands commencèrent à bombarder l'Union soviétique... Non, eh bien, avant ces événements, des rumeurs couraient qui provenaient de l'espion Sorg ou d'autres, que des troupes allemandes se concentraient à la frontière. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. C'est de la provocation, ne le croyez pas. C'est de la provocation. C'est ça l'énigme, ou bien la conduite d'un homme qui n'a plus toute sa tête. Je pense que ses relations avec Hitler furent assez surprenantes. Il me semble qu'ils furent attirés l'un vers l'autre, se repoussant et s'attirant à nouveau, s'enviant ou ne s'enviant plus, se copiant l'un l'autre, s'observant. Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre.
и тот на этого, и этот на того, мне кажется. At the Moscow airport, British and Russian flags herald the arrival of Mr. Churchill. En 1942, je suis allé en Russie avec Churchill et Staline s'est montré très brutal avec Churchill, très dur. Mais Churchill lui a tenu tête et lui a expliqué le rôle qu'avait joué l'Angleterre en combattant seul contre Hitler. The Premier, complete with cigar, was looking thoroughly fit and happy after his long flight from England, which had followed so quickly on his arrival from Quebec. Mr. Molotov welcomed him warmly on behalf of Marshal Stalin. The Russian armies, the armies of the Soviet Union, have struck enormous blows. They have broken the spirit and the structure of the German army. Stalin was difficult to get along with, and of course when he made up his mind not to... Il était très difficile de s'entendre avec Staline. Il était très entêté. Molotov faisait preuve d'un entêtement pire encore. Parfois, si j'arrivais à court-circuiter Molotov, j'arrivais à un accord avec Staline. Mais il était très têtu et on ne pouvait jamais le faire changer d'avis. This time, we are told, the prosecution of the war took second place. Post-war planning for peace and security in Europe is equally important now that the battle is reaching the final phase. But like this previous meeting in the Kremlin, we may be sure that whatever was decided bodes no good for Hitler and his gang. Autant le tempérament d'Hitler l'entraînait vers des cris et des exaltations, autant notre chef, Joseph Vissarionovitch, parlait calmement, sans agitation et avait un comportement flegmatique. C'est un sage. Un sage. Sage et flegmatique. Pondéré, réfléchi. Nous le savons grâce au cinéma. Quand son personnage était interprété par des acteurs, il se déplaçait lentement en tirant sur leur pipe. Mais il avait de temps en temps des accès de colère, comme par exemple la célèbre histoire de la poule qui nous a été révélée par sa fille, Svetlana. Quand il jeta ce poulet par la fenêtre, il avait une nurse qui lui servait ses repas et qu'il adorait, et la nurse l'adorait également. Un beau jour, il vit sur sa table un poulet. Il est probable que tous ces derniers temps, on lui avait donné à manger du poulet. Tout à coup, il piquait un accès de colère. Je ne veux pas de ce poulet. Et il le prit, il le jeta par le vasistas et le poulet tomba quelque part en heurtant le roi des canons ou la cloche des tsars dans la cour du Kremlin. Il aimait à s'exprimer impérativement. Tout ce qu'il disait devait être définitif et ne devait pas être mis en doute. Devait être hors de toute discussion. En tous les cas, il s'avérait que Staline avait toujours le dernier mot. Je l'ai vu parler à ses subordonnés comme à des chiens, leur dire de sortir, de ne pas l'interrompre, de se taire. Staline aimait beaucoup donner un côté dramatique à ses apparitions. Bien sûr, il vivait dans un monde et un temps différents. Quand il prenait la route, les bas-côtés étaient bordés tout le long de soldats russes. Et quand il arrivait à l'hôtel où nous résidions, il y avait des tireurs d'élite sur le toit. Il entrait dans la salle de conférence entouré de 6 ou 8 gardes du corps qui disparaissaient une fois la porte fermée jusqu'à la fin de la réunion. Quand mon père est mort, il a pris contact par l'intermédiaire de l'ambassade soviétique avec ma mère. Et il a demandé que l'on fasse pratiquer une autopsie. Mais comme ma mère a refusé, il a demandé que l'on autorise une personnalité soviétique à voir le corps dans le cercueil.
Ma mère a refusé à nouveau, parce que mon père avait eu une hémorragie cérébrale qui l'avait défiguré. Elle n'a permis à personne de voir les dégâts qu'avait causé l'hémorragie. Staline a été furieux contre ma mère. Et quand je suis allé au Kremlin l'année suivante, la première chose qu'il m'a demandé, ce fut « Pourquoi votre mère m'a-t-elle refusé le droit de faire pratiquer l'autopsie ?» Parce que moi, je sais qu'il a été empoisonné, qu'il n'est pas mort de mort naturelle. J'ai de bonnes raisons de croire qu'il s'agit d'un complot qui visait à nous supprimer tous les trois, Churchill, moi-même et votre père. C'est probable et même sûr qu'il se trompait, mais il avait ses propres pensées et la peur. Je crois que la peur le poursuivait toujours. Plus tard, Khrouchtchev m'a raconté qu'il vieillissait beaucoup, qu'il déclinait et qu'il se mettait à soupçonner de plus en plus son entourage. Khrouchtchev m'a encore dit qu'il était arbitraire, qu'il soupçonnait tout le monde, qu'il ne croyait personne. Quand on était convoqué dans son bureau, on ne savait pas si on reverrait jamais sa famille. Les gens qui disaient cela étaient des membres du Politburo, et il a ajouté « Vous savez, c'est impossible de travailler dans une atmosphère pareille. » Je lui ai dit que je comprenais très bien. Je sais également par les médecins qui soignaient Staline. Je sais qu'il était malade et qu'il avait de l'hypertension artérielle. En plus des changements déjà envisagés, les troubles de la circulation cérébrale peuvent donner des modifications réellement à caractère psychiatrique chez les individus. C'est en particulier le cas de certaines personnes qui progressivement changent de caractère, deviennent méfiantes vis-à-vis de leurs proches, malgré tous les soins dont elles sont entourées, qui progressivement croient qu'on les vole, qu'on essaie d'attenter à leur vie, et qui finissent par avoir un véritable délire de persécution. Ce délire de persécution, d'ailleurs, continue même lorsqu'elles sont hospitalisées. C'est contre les infirmières qui les soignent, c'est contre les médecins, etc. In 1946, I saw him on another visit when I went over. Je l'ai revu en 1946 à l'occasion d'une interview. Et au cours des 4h30 qu'il m'a accordées, j'ai remarqué un très grand changement. Il avait beaucoup vieilli. Il se méfiait beaucoup plus de son entourage, comme des gens de l'extérieur. Et il semblait craindre plus que jamais une tentative d'assassinat ou une attaque contre sa personne. Les gens proches de lui, qui le rencontraient, avaient remarqué que dans ses mouvements, la partie droite de son corps était en retard sur la partie gauche. C'est-à-dire que son bras droit et son pied droit fonctionnaient plus lentement que le côté gauche. Il est certain qu'il faisait une espèce de fixation sur ses ennemis au lieu de penser à la grande bataille qu'il avait gagnée et à la paix qu'il fallait rétablir. Il y pensait bien moins qu'à ses ennemis domestiques ou étrangers qui s'acharnaient soi-disant contre lui. J'ai eu l'occasion d'être présent sur la place rouge quand se déroulaient les parades militaires à l'occasion des fêtes du 7 novembre ou du 1er mai. J'étais sur les tribunes, disons, pas très loin du mausolée. En tant que médecin, j'ai pu remarquer que Staline devenait plus pensif, plus fatigué même. Et il lui était difficile de rester longtemps sur la tribune, tout le temps que duraient les parades.
Nous avions une photo célèbre représentant Staline tenant dans ses bras une fillette. C'était la fille du président du Conseil de la République de Bouriate-Mongolie ou quelque chose comme ça. C'était vraiment un tendre grand-père, un bon petit papa. En la remettant à terre, il lui demanda « Que veux-tu que je t'offre ? Un gramophone ou une montre ?» La très gentille fillette a répondu qu'elle voulait les deux. Le bon petit père lui offrit et la montre et le gramophone avec une plaque dorée portant l'inscription « De la part de Joseph Vissarionovitch Staline ». Comme c'est touchant. Gentil, infiniment gentil. Rentrant à la maison, la fillette ne trouva plus son père. Il venait d'être arrêté. On sait que Staline a été gravement malade. Il m'est difficile de dire ce qu'il avait. Mais le fait que c'était le professeur Vinogradov, cardiologue des plus réputés dans le pays, qui le soignait, prouve que Staline avait quelque chose qui n'allait pas dans le système cardiovasculaire. C'est pourquoi le fait qu'il a prononcé un discours très bref au 19e congrès du parti, le dernier congrès de sa vie, s'explique par l'aggravation de sa santé, par la difficulté qu'il ressentait à s'exprimer, par le mal qu'il éprouvait à parler, et par le mal qu'il avait à se tenir debout devant la tribune. Le chagrin et les malheurs qu'il a apportés à son peuple sont les preuves directes de tous les défauts de Staline. Et d'ailleurs, les défauts de Staline étaient indiqués par Lénine dans son testament, quand il a dit qu'il ne fallait surtout pas donner à Staline les pouvoirs du dirigeant, qu'il ne fallait pas le faire, que Staline était une brute, que Staline ne pouvait pas avoir de contact avec les gens. C'est un des traits essentiels du caractère de Staline. Le 13 janvier 1953, en dernière page de la Pravda, on peut lire ce communiqué. Il y a quelque temps, les organes de la sécurité d'État ont découvert un groupe terroriste de médecins dont le but était d'abréger la vie de personnalités dirigeantes d'Union soviétique au moyen d'un traitement nocif. Suit une liste de 9 noms, tous professeurs éminents, dont les 2 tiers sont juifs. Sur l'ordre de Staline, ils seront torturés. Les troubles de la circulation cérébrale peuvent entraîner des perturbations de caractère psychiatrique. Ce sont des troubles de ce genre qui semblent être survenus chez Staline et qui lui ont fait croire à un complot des blouses blanches mettant en cause tous les médecins qui le traitaient. On peut dire que là, vraisemblablement, il s'agissait d'un délire de persécution. L'incroyable histoire avec les assassins en blouse blanche et qui s'est passée la veille de sa mort, tu la rapportes à un plan froidement élaboré ou ça ressemble-t-il plutôt à l'épisode du poulet jeté par la fenêtre? Je pense que cela provient plutôt d'une froide réflexion. Oui, mais ça pourrait aussi bien ressembler à l'histoire du poulet. En réalité, ces assassins n'existaient pas. C'était de la pure invention. Ces soi-disant assassins étaient des médecins complètement innocents, dont on avait besoin pour monter un procès politique ou dans un autre but. On sait également qu'en même temps fut entreprise une campagne à caractère antisémite. Spectacle. Oui, un spectacle. Pour commencer, il était prévu de faire pendre tous ces médecins, soi-disant assassins, sur la place rouge, et après de prendre tous les juifs sous sa protection contre la colère justifiée du peuple et de les envoyer tous en Extrême-Orient. Et on dit que Moscou fut divisé en plusieurs secteurs. Il existait un ordre pour l'évacuation, la quantité des camions était prévue, et en fin de compte, ce fut une affaire minutieusement élaborée.
Je ne suis pas seulement enclin à penser que c'était exactement comme ça que cela devait se dérouler, mais personnellement, j'ai entendu parler beaucoup de gens qui savaient que tout avait été préparé d'avance. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai été à Birobidjan, il y a environ 6 ans. On m'a montré le reste des baraques spécialement construites et prêtes à recevoir les Juifs qui devaient y être déportés. Il faut dire que Staline est resté pratiquement sans aucune aide médicale, car son médecin traitant, le professeur Vinogradov, avait subi des représailles et s'était retrouvé parmi les détenus. Et Staline s'est retrouvé sans aucun secours médical, car Staline n'avait confiance en aucun autre médecin. C'est un fait assez curieux, qui permet de dire que le procédé blouse blanche était complètement incompréhensible. Процесс этот, явление с врачами, был непонятен совершенно. Et il me semble encore à présent que tout ça n'est pas très clair. Je dis, et je répète, que c'est une grande chance pour ces médecins et pour tout le peuple que Staline soit mort à ce moment-là. Il est mort, comme on le sait, d'une hémorragie cérébrale. Longtemps, il est resté sans soins. Et quand il a eu cette hémorragie cérébrale, il est tombé dans sa datcha de banlieue. Et il y resta longtemps sans aucun secours, sans personne. Et c'est comme ça qu'il a terminé sa vie. C'était le 5 mars 1953. Le 7, la Pravda publie le rapport d'autopsie. Outre l'hémorragie cérébrale, on a constaté une hypertonie considérable du ventricule gauche du cœur et des modifications artériosclérotiques des vaisseaux particulièrement importantes dans les artères du cerveau. Ces processus ont été la conséquence d'une hypertension. Un mois plus tard, toujours dans la Pravda, on peut lire que le complot des blouses blanches n'a jamais existé. Un communiqué du ministère de l'Intérieur précise. Il a été établi que les dépositions des accusés qui confirmaient soi-disant les accusations lancées contre eux ont été obtenues par les travailleurs du service des enquêtes de l'ancien ministère de la Sécurité d'État par des procédés d'instruction inadmissibles et rigoureusement interdits par les lois soviétiques. Le 10 mai 1940, Winston Leonard Spencer Churchill succédait à Neville Chamberlain. Des finances à l'amirauté, il avait déjà été 6 fois ministre. Parlant de son prédécesseur, il disait: quand on a voulu la paix au prix du déshonneur, on récolte le déshonneur, mais on n'obtient pas la paix. Il avait 66 ans et il était là pour faire la guerre. Eh bien, il arriva comme une tornade. Et au 10 Downing, toutes les secrétaires étaient changées et se bousculaient beaucoup. Des éclairs de lumière, c'était comme un extraordinaire orage. Par sa force pure et sa puissance physique. We shall defend every village, every town and every city. And we would rather see London laid in ruins and ashes than that it should be tamely and abjectly enslaved. Dès le 8 août 1940, l'aviation allemande occupe le ciel anglais. 15 000 morts, 20 000 blessés et 3 000 avions de la Royal Air Force perdus en 3 mois. Mais Churchill fait front. Not only reassured, but refreshed. To leave the offices in Whitehall with their ceaseless hum of activity and stress, and to go out to the front, by which I mean the streets and walls, it's like going out of a hothouse onto the bridge of a fighting ship. It is a tonic which I should recommend any who are suffering from fretfulness to take in strong doses when they have need of it. Grand amateur de whisky et de cigares dont il refuse d'admettre le possible effet nocif, Churchill, toujours entre 2 avions, ne ménagera pas ses forces durant ces 5 années de guerre. En décembre 1941, il est au Québec, puis à Washington, où, le 27, il est terrassé par une angine de poitrine qu'il passe sous silence. Pour ne pas affoler le corps des Alliés, il prétexte les fatigues du voyage et ne prend que 2 jours de repos. En janvier 1943, il est à Casablanca. Avec Roosevelt, il est l'instigateur de la poignée de main entre De Gaulle et Giraud. Le 30, de retour à Londres.
Il souffre d'une pneumonie. La convalescence sera brève. En octobre, docteur honoris causa, souriant à l'université Harvard, Massachusetts. En novembre, il prend le temps de contempler les pyramides avec Roosevelt, entre la conférence du Caire le 22 et celle de Téhéran le 28, premier entretien au sommet stratégique et militaire avec Staline et Roosevelt. Mais il apparaît en robe de chambre, souffrant à nouveau d'une pneumonie compliquée cette fois de tachycardie. Octobre 1944, il est à Moscou. À côté de Staline, il salue l'armée rouge, décimée mais victorieuse. Février 1945, de nouveau en Union soviétique. À Yalta, il assiste à l'affrontement des deux géants et au partage du monde. En mars, suivant de près les armées alliées victorieuses, il traverse enfin le Rhin. Juin 1945, conscient de sa force et de son pouvoir, il mène sa campagne électorale et le 5 juillet, ce sont les travaillistes qui dominent le scrutin. Eh bien, je l'ai vu en 1945 après ces élections et il n'était pas ce que l'on pourrait appeler un homme heureux, parce qu'il venait de perdre alors que tout le monde lui avait dit qu'il ne pouvait que gagner. Il pensait qu'il aurait une petite majorité, mais il n'imaginait pas une défaite. Je crois que ce fut un grand choc pour lui. Marqué par cette défaite, il est le 17 juillet à Potsdam. Truman, qui a remplacé Roosevelt, lui serre la main mais regarde la caméra. Staline a vieilli. En fait, la chaîne de l'histoire semble pour Churchill rompue. Le 21 juillet, il démissionne. Et ce sera Clément Attlee, son ancien garde des Sceaux, qui lui succédera à la tête de la délégation britannique. Winston Churchill a 71 ans et se sent brutalement démobilisé.